Bienvenue pour cette exploration autour de Brian Wilson, des Beach Boys et de leur album maudit, Smile. Salut, oui, un sujet passionnant. On a pas mal de sources, hein, articles, livres, discussions en ligne, critiques. L'idée, c'est de comprendre ce génie un peu fou, Brian Wilson, et puis cette rivalité avec les Beatles. Tout à fait. Et bien sûr, percer le mystère de Smile, cet album mythique, jamais vraiment fini à l'époque. C'est ça, une sorte de dialogue musical incroyable entre la Californie et l'Angleterre qui a tout changé dans la pop. Absolument. Une émulation folle. Alors, commençons par Brian Wilson. Après les tubes surf, il cherche autre chose. Très marqué par Phil Spector, son mur du son. Oui, et il décide d'arrêter les tournées fin 64 pour se consacrer uniquement au studio. C'est le tournant. Et ça donne Pet Sounds en 66, une vraie révolution déjà. Ah oui, un album beaucoup plus perso, orchestral. Il bosse avec des musiciens de studio géniaux, la Wrecking Crew, Al Blaine, Carole Caillé. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources insistent aux États-Unis, bof, accueil mitigé au début. C'est ça. Mais au Royaume-Uni, c'est un choc. Et ça a tout changé. Ça a non seulement bluffé les Beatles, qui préparaient Sgt Pepper, Mhm. mais ça a aussi conforté Wilson. Ça l'a poussé à aller encore plus loin, vers Good Vibrations. Ah, Good Vibrations, la symphonie de poche. Exactement. Un single hyper complexe pour 66. Ouais. Assemblé morceau par morceau dans différents studios, avec des sons jamais entendus comme l'électrothérémine. Un succès mondial. Et c'est ça qui a financé et en quelque sorte annoncé l'ambition folle de Smile. Smile, sa symphonie adolescente à Dieu. L'objectif, la réponse américaine ultime à l'invasion anglaise. Encore plus fort que Pet Sounds. Plus expérimental aussi, non? Explorant l'americana, l'humour, la nature. Il s'associe avec Van Dyke Parks pour les textes. Oui, des textes très poétiques, très imagés. Et la méthode de travail était dingue. Wilson accumule des heures et des heures d'enregistrement. Plus de 80 sessions, c'est ça? C'est ça, des dizaines de fragments, d'idées, d'effets sonores, une approche modulaire, comme un puzzle géant, Pour créer des morceaux comme Heroes and Villains, Surf's Up, Vegetables. ou la suite The Elements. Vraiment un truc à part. Et tout ça, c'était nourri par la compétition avec les Beatles. Oui, les sources le montrent bien, c'était pas juste de la concurrence, c'était un dialogue. Exactement. Pet Sounds inspire Sgt Pepper. Et dès que les Beatles sortaient un truc, hop, ça mettait la pression sur Wilson. Il écoutait She's Living Home, en boucle apparemment, pendant qu'il bossait sur Smile. C'est fou, hein? Il avait un peu le sentiment, d'après certaines sources, que les Beatles récoltaient la gloire pour ses propres innovations. Et d'ailleurs, sur des forums, ça débat encore, hein. Qui était le plus novateur? Le concept de SJBP ou les expérimentations de Smile? Bonne question. Mais bon, ce puzzle Smile, il ne s'est jamais terminé. Non. Et l'effondrement du projet, c'est plusieurs choses en même temps. Une accumulation tragique, ouais. Son perfectionnisme maladif, sa santé mentale qui commence à flancher sérieusement, on sait maintenant pour ses troubles schizoaffectifs bipolaires, Les drogues psychédéliques qui n'ont sans doute pas aidé. probablement pas, non. Et puis de grosses tensions dans le groupe. Surtout avec Mike Love, c'est souvent ce qui ressort. Il trouvait les textes de Parks trop bizarres, pas assez commerciaux. La dispute sur Cabinet Sense et le fameux Over and Over, The Crow Cries Uncover the Cornfield, ça a marqué une rupture. Ajoute la pression de la maison de disques, Capitol, qui attendait l'album. Et tout s'écroule. Mai 67, il jette l'éponge officiellement. Et là, c'est le début de la descente pour lui. Dépression, isolement. Ça annonce un peu ses futures batailles, la thérapie avec Landy, et même sa mise sous tutelle récente, comme le rappellent les sources. Tout à fait. Et à la place de Smile, ils sortent Smiley Smile, une version très bizarre enregistrée à la maison, un peu lofi. Un échec commercial à l'époque, même si certains le défendent aujourd'hui. Wilson a dit que Smile était en avance de 35 ans. Et voilà comment Smile devient une légende. L'album perdu le plus célèbre de l'histoire. Des pirates circulent dès les années 80, ça alimente le mythe. Et ça a influencé plein de musiciens alternatifs après coup. Énormément. L'héritage est donc complexe. D'un côté, les Beach Boys, des tubes que Mike Love et Bruce Johnston font tourner encore aujourd'hui. Et de l'autre, l'histoire de Brian Wilson. Génie, tragédie, on pense à Dennis, à Carl, mais aussi une certaine résilience. Oui, avec les projets récents, le docu, le livre en 2024, c'est une histoire de haut incroyable et de bas très très profond. Donc, si on résume, un artiste visionnaire mais fragile, un chef-d'œuvre inachevé devenu culte, et cette rivalité créative unique avec les Beatles. C'est ça, une parfaite illustration de l'ambition artistique, de la compétition,
mais aussi de la fragilité humaine. Et pour finir, peut-être une question pour réfléchir. Imaginons que Smile, le vrai, l'ambitieux, sorte en 67 face à Sgt. Pepper. Est-ce que son côté radical aurait vraiment pu changer la donne? Hmm. Ou est-ce qu'il était trop en avance, trop bizarre pour l'époque, même sans tous les problèmes internes? Qu'est-ce que cette histoire d'album fantôme nous dit au fond sur l'art, l'ambition et ses limites? Voilà, matière à réflexion.